Question. Question des temps nouveaux. Question des temps nouveaux pour mieux saisir les réalités d'aujourd'hui et de demain. Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Radio Côte d'Ivoire pour ce numéro de Questions des temps nouveaux. Au nombre des séquelles laissées par la crise sociopolitique qu'a traversé la Côte d'Ivoire, figure en pole position le chômage des jeunes. Les délocalisations et fermetures d'entreprises, les pillages et destructions des moyens de production de milliers de petites et moyennes entreprises, conjugués à des licenciements dans certaines entreprises, ont conduit à faire le constat de la perte de nombreux emplois. À ce lot, ajoutons ceux des jeunes diplômés qui finissent leurs études et qui sont encore sans emploi. Face donc à cette situation, le gouvernement essaie tant bien que mal de trouver des solutions au problème du chômage des jeunes. Et parmi ces solutions figure bien sûr l'entrepreneuriat jeune. Et les structures en la matière existent bien sûr. Mais le constat sur le terrain est que ces jeunes sont de moins en moins entreprenants. Alors question, pourquoi sont-ils désintéressés par l'entrepreneuriat dans un système où l'emploi se raréfie? Ne sont-ils pas suffisamment encadrés ou sont-ils à court d'idées pour entendre dire? Voici autant de questions que nous aborderons au cours de cette émission avec nos invités que sont M. Danho Désiré. Il est le directeur général de l'emploi au ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Bonjour M. Danho. Bonjour M. Diarasso. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste à côté de lui, M. Kwadiokan. Il est lui conseiller projet chargé du service de l'encadrement et de partenariat technique au Fonds national de la jeunesse, la FNJ. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'avoir accepté vous aussi notre invitation. Il y a également d'autres personnes sur ce plateau. Il y a monsieur Gorou Adama. Il est coach formateur, entrepreneur, orateur professionnel. Merci beaucoup monsieur Gorou Adama. Merci à vous. Bonjour. Et puis une quatrième personne pour parler donc de ce sujet de l'entrepreneuriat jeune, madame Kwadio Henriette. Elle est chef projet incubateur d'entreprise à l'HFOP. Merci en tout cas à vous tous d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation. On va donc pour commencer nous tourner vers le directeur de l'emploi. Vous êtes la tutelle, je vais dire tout ce qui est emploi aujourd'hui, c'est vous qui vous en chargez. Est-ce que l'état des lieux concernant l'entrepreneuriat, est-ce que vous pouvez nous faire un point là-dessus? Oui, merci. Je pense que vous avez si bien planté le décor. Hein. L'entrepreneuriat, ce n'est qu'un volet de l'emploi. Voilà, je pense que les deux thèmes se rejoignent. Donc en termes d'état des lieux, il faudrait plutôt parler d'état des lieux en ce qui concerne l'emploi. Vous l'avez indiqué de manière assez simple et claire. Nous étions déjà dans une situation de chômage qui fait l'actualité, quel que soit le niveau de développement des pays. Et nous avons subi une dizaine d'années qui a entamé donc nos fondamentaux et qui a donc été à l'origine de délocalisation de fermeture d'entreprise. Donc vous voyez que déjà les possibilités au niveau du secteur moderne structuré se voient donc réduites. Et donc il y avait également ce problème d'inadéquation, formation, emploi dont on parle tant. Également un certain nombre de difficultés, notamment liées à l'accessibilité au financement, donc nous pourrons y revenir. Donc tous ces éléments-là permettent de planter le décor de l'emploi et également ce sont un état des lieux qui est également valable pour l'entrepreneuriat. Voilà, donc qui dit entrepreneuriat parle d'emploi, mais surtout d'initiatives privées. Donc lien fortement avec l'amélioration de l'environnement des affaires et l'accessibilité au financement. Alors j'imagine que dans vos stratégies, forcément l'entrepreneuriat occupe une place de choix. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les chiffres ont bougé à ce niveau? Je veux dire 10 ans en arrière, oui. C'est sûr que quand vous prenez le nombre de jeunes qui entreprennent, et puis aujourd'hui, nous sommes en 2013. Oui, est-ce qu'on a senti que la courbe est légèrement remontée? Oui. Vous voyez, il y a d'abord un effet de rattrapage. Lorsque nous sortions de la crise en 2011, vous avez vu les performances économiques réalisées entre 2011 et 2012. On est passé d'un taux de croissance de moins 3,8 à un peu plus de 8%. Donc il a fallu qu'on rattrape d'abord le retard qu'on a eu donc à perdre, passer de moins 3 à 0% et ensuite remonter à 8%. La même dynamique peut s'observer au niveau de la création d'emplois et donc tout ce qui est initiative privée. Vous voyez, l'initiative privée, l'entrepreneuriat est un secteur qui est créatif, dynamique et qui est très lié à l'environnement social et des affaires. Donc l'instabilité que nous avons subie a donc impacté négativement toutes ces activités-là qui prospéraient. Et après cette crise-là, les entrepreneurs, ceux qui étaient porteurs d'initiatives, ont dû donc remettre en place leur outil de production. Donc il y a eu forcément un regain.
Mais je pense que pour nous, il s'agit de faire mieux qu'avant, étant dans un nouveau contexte où le gouvernement a pris un certain nombre de réformes, réduction des délais, des process pour la création d'entreprises. Justement, voilà, on y reviendra. Nous apprécions ensemble le dynamisme de l'économie à travers les performances, mais au-delà de ces performances-là, de plus en plus de jeunes qui commencent donc à s'inscrire dans l'auto-emploi, et toute cette forte dynamique, l'engouement, la mise en place d'un certain nombre de structures, l'AGFOP pourra également vous faire part de son expérience. L'INIE, qui est l'institut qui a été mis en place pour l'entrepreneuriat, qui a été renforcé, l'AGEP, le programme Emploi Jeunes Développement des compétences, qui a également un volet auto-emploi, également des ONG, des structures, des initiatives privées. Vous voyez qu'il y a une forte dynamique autour de la question de l'entrepreneuriat. D'accord. En tout cas, une dynamique que nous saluons au passage. Alors, nous allons donc nous tourner, on reviendra à vous tout à l'heure, monsieur le directeur. Le Fonds national de la jeunesse, l'une de ses missions était donc de soutenir tout ce qui est action capable donc de résoudre la question du chômage. C'est une mission principale, vous en parlez tout le temps. Les dossiers que vous enregistrez, est-ce que les jeunes aujourd'hui viennent en grand nombre pour dire « Tiens, nous avons quelque chose sous la main, nous voulons avoir un coup de pouce de l'État parce que nous voulons nous réaliser ». Oui, merci monsieur Diarra. Je pense que à ce niveau, les lignes bougent énormément. Depuis le début des activités du fonds en janvier, 15 janvier jusqu'à maintenant, nous pensons que l'engouement est réel. Le nombre de visiteurs s'accroît. Les projets déposés en ligne sont intéressants et puis ces projets-là, le nombre aussi s'accroît énormément. Lorsque nous faisons des tournées à l'intérieur du pays, nous voyons l'engouement des jeunes pour l'entrepreneuriat. Donc nous pensons que nous sommes donc dans notre élément. Madame Kouadio Henriette, vous qui êtes de l'AGFOP, c'est aussi le même sentiment que vous avez. Ça intéresse les jeunes. Ils ne se disent plus, tiens, j'ai eu mon diplôme, il faut que j'attende l'État ou déposer des demandes de stage. Merci monsieur Delasouba pour l'opportunité que vous nous offrez. Il faut dire que de plus en plus de jeunes s'intéressent plus ou moins à l'auto-emploi. Quand je fais un peu les statistiques, un peu en arrière, il y a 1 an, 2 ans de cela, quand je faisais les tournées dans les établissements pour la sensibilisation à la création d'incubateurs dans les établissements, je n'avais pas ce nombre que j'ai aujourd'hui. Et donc, les jeunes commencent à s'intéresser plus en plus à la création d'emplois. Il a fallu que vous allez vers. Bon, ce n'est pas seulement moi. Il y a également la mouvance dans laquelle ils sont. Et puis, il faut dire que l'État a mis en place un système éducatif où ils ont introduit un peu, mais on enseigne l'entrepreneuriat. Oui. Et donc, de plus en plus, les professeurs enseignent l'entrepreneuriat dans notre ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Et donc, avec cet engouement, avec cette sensibilisation des professeurs et avec nous-mêmes qui sommes venus en appui, avec également la présence du personnel administratif de ces établissements-là, les jeunes s'intéressent de plus en plus à l'auto-emploi, à la création d'entreprises. D'accord. Monsieur Gourou Adama, vous êtes en contact avec eux tout le temps. L'engouement y est ? Alors, si je m'en tiens déjà à ce qu'on a reçu comme jeunes au cours des assises de la jeunesse pour la formation en entrepreneuriat, en partenariat avec une grosse entreprise mondiale, je peux dire qu'effectivement, il y a un véritable engouement. Et aussi, lorsqu'on écume les établissements pour les conférences sur l'entrepreneuriat, on sent véritablement que c'est un sujet qui passionne les jeunes. Et la Côte d'Ivoire a ceci de particulier que les jeunes Ivoiriens sont très créatifs. Ils sont très créatifs. En tout cas, pour les dossiers que vous avez reçus, ceux que vous avez pu coacher, vous sentez qu'ils ont l'esprit, l'imagination très fertile. Oui, ils ont l'imagination très fertile. Et généralement, je vais dire, quels sont les projets qu'ils vous apportent, qu'ils vont vous présenter. Ça tourne autour de quel secteur ? De tous les secteurs en général. Là, sur les assises de la jeunesse, on a eu des projets qui étaient liés à la valorisation de la culture ivoirienne. Il y avait des projets qui étaient liés à la vulgarisation du riz local, des stratégies pour commercialiser ce riz-là avec une marque et tout. On a eu des projets qui étaient liés au web, parce qu'il faut dire que aujourd'hui, Internet est également un champ de possibilités immense pour ces jeunes-là. Et effectivement, ça touche à tous les domaines qui peuvent aller de l'agriculture à l'Internet, en passant par la petite transformation. On a eu des projets de transformation de café, de pas mal de choses. D'accord. Monsieur le directeur, vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, moi j'aimerais indiquer que l'entrepreneuriat aujourd'hui est la principale issue pour nos amis jeunes.
Je pense qu'à l'occasion des assises où la question a été amplement débattue. Les assises de la jeunesse, les assises de la jeunesse organisées par le conseiller Mamadou, la présidence. Donc, à l'occasion des assises où ça a été amplement discuté, je pense que ça nous a permis de percevoir certaines normes également de retour que les jeunes nous faisaient par rapport aux difficultés qu'ils rencontraient. Difficultés liées, je peux dire, principalement au déficit d'information. Et comme message que nous avons donné aux jeunes, c'est de leur dire que l'entrepreneuriat, c'est l'issue principale. D'accord. Lorsque vous regardez à l'occasion du lancement des concours de l'administration publique, l'engouement, nous sommes formés pour travailler dans les bureaux. Voilà, je pense que l'enquête emploi 2012 a indiqué que le stock de travailleurs au niveau du secteur moderne structuré, c'est-à-dire secteur privé, secteur public, ne permet pas d'espérer vraiment des performances, je veux dire, excessives ou incroyables en termes de recrutement. D'accord. Il y aura des recrutements au niveau du secteur de l'emploi salarié, mais la principale issue pour nos amis jeunes, c'est vraiment l'entrepreneuriat. D'accord. Messieurs, madame, avant de continuer donc la discussion, je vous invite à écouter ce micro-trottoir réalisé par Coulibaly Seydou, qui s'est donc permis d'interroger certaines personnes sur la question dans les rues d'Abidjan. On écoute et puis on reviendra tout à l'heure. Madame Koyate Ami, je suis sous-directrice de la documentation et des archives au ministère du Plan et du Développement. Selon moi, c'est pas la volonté qui manque, mais c'est les mesures d'accompagnement qui sont pas suffisantes. Parce que je vois plus ou moins des tentatives. Mais dès que l'entreprise est créée, il y a plein de contraintes qui obligent la personne à fermer boutique, comme on le dit. Entre autres, les impôts, le manque de possibilités de financement, peut-être. En fait, on a l'impression, au fur et à mesure que le temps passe, on a l'impression qu'on fait miroiter l'espoir. Et quand les gens ont la volonté maintenant, on cherche les financements, il n'y a pas d'ouverture. Moi, par exemple, j'ai eu écho du PGDEC. Mais j'ai l'impression que même quand tu donnes l'information à quelqu'un, ils ont tendance à te dire est-ce que c'est vrai. Moi je sais avec un grand frère qui a un cabinet de formation qui m'a bien expliqué. Et donc je savais, j'ai expliqué, j'ai donné l'information. Il me dit mais c'est pas vrai. Et puis bon, un grand projet comme ça, bon les gens sont pas informés, puis ça est là. Vraiment Kragby, je pense que premièrement c'est un manque de confiance en soi. Et puis deuxièmement, c'est que ceux qui ont entrepris n'ont pas eu l'aide nécessaire pour continuer. Alors, il y a eu du découragement. L'État, son rôle, c'est vraiment d'abord sensibiliser les jeunes, faire en sorte que cette confiance revienne, parce qu'ils auraient vu d'autres qui ont entrepris et qui réussissent. Et à ce moment-là, le nombre va augmenter. Parce que chercher à travailler à la fonction publique, c'est pas du tout la solution. Karabou et Zoumana, tu peux avoir même, comme on appelle, les financements pour créer ton entreprise et que tu peux être un bon entrepreneur, mais le problème c'est que aujourd'hui, si après tous ces financements que tu mets ton entreprise en place et que vraiment les marchés se donnent à des étrangers, moi je crois que tout ce que tu as financé, ça devient inutile parce que ça peut même pas, cela veut dire même que ça peut même pas mettre, comme on appelle les Ivoiriens, ça peut pas motiver les Ivoiriens à créer des entreprises. Lou Pascal, il faut que l'État aide les jeunes à s'autofinancer, tu vois. Bon, peut-être que l'État peut créer une structure. Toi, le jeune, tu as des projets, tu vas vers l'État, tu exposes ton problème, il faut, s'ils peuvent t'aider, ils vont t'aider de toute façon, tu le fais pour le pays, tu as les taxes que tu vas payer, tout ça, ça rentre dans les caisses de l'État. Merci donc à Coulibaly Seydou qui nous a donné un coup de main pour la réalisation de ce micro-trottoir. Messieurs, madame, vous avez donc écouté la réaction de la population. On va nous tourner dans un premier instant vers monsieur Dao Pierre Désiré, qui est le directeur général de l'emploi au ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Quand vous écoutez la population, quelles sont les impressions qui se dégagent ? Oui, je pense que c'est tout à fait légitime de présenter ces préoccupations-là qui permettent également d'apporter des solutions et des informations en termes d'orientation pour que ces personnes-là puissent mieux être orientées, parce que je me dis que c'est des préoccupations qui sont également partagées par d'autres Ivoiriens. Et donc... Quand vous entendez par exemple la dame qu'on a écoutée qui... Les mesures d'accompagnement qui sont... Voilà, des mesures d'accompagnement. On a l'impression que, on va en parler tout à l'heure avec la dame de l'AGEFOP et le monsieur du FNJ, les jeunes ne sont pas suffisamment informés sur ce qu'il y a comme structure capable de les accompagner, d'accompagner ces projets à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous en dites ? Parce que c'est le sentiment qui se dégage. Tout le monde le constate en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est un chantier. Je pense qu'en ce qui concerne les réformes également, il faut dire que il y a un chantier de réformes qui a été mis en place par le gouvernement depuis 2011. Et parmi l'un de ces chantiers les plus importants, c'est surtout l'amélioration de la synergie en ce qui concerne donc les acteurs impliqués au niveau de l'entrepreneuriat. Je le dis, nous avons un dispositif à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le dispositif d'encadrement de formation qui est animé par l'INIE,
qui est l'Institut de promotion de l'entrepreneuriat, des instituts également comme l'AGFOP, qui se sont appropriés donc le projet d'incubateur. Voilà, et également, nous avons l'AGEP, nous avons la plateforme de services. À côté de ces structures qui sont un premier niveau d'encadrement de formation, nous avons des structures de garantie, financement indirect ou direct. Le gouvernement a mis en place le FNJ depuis 2012. Et je pense qu'en quelques mois, cette structure-là s'est rendue opérationnelle en un temps record. C'est une performance à saluer. Les attentes sont nombreuses, mais je pense que c'est tout un dispositif qui se met en place. Et vous pensez que le dispositif fonctionne comme vous le voulez Oui, je continue. Deuxième niveau, j'indiquais. Le troisième niveau, c'est surtout la microfinance. À l'occasion des annexes fiscales, généralement, les structures ne sont pas assez informées. Il y a une batterie de mesures en faveur des microfinances qui sont même exonérés d'impôts BIC, d'impôts patentes, pour leur permettre donc de pouvoir jouer leur rôle de financement. Parce que vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'un projet est rentable, on n'a pas besoin de l'appui de l'État pour le financer. Moi, si j'ai un projet qui est rentable, que j'ai les moyens, je m'y lance sans financement. Voilà, donc les microfinances qui permettent de financer des projets à petite échelle, devrait donc participer. Et donc, en termes de mesures d'accompagnement, il y a un certain nombre d'exonérations fiscales. C'est vrai, c'est des réformes qui sont nouvelles et le temps de les implémenter, le temps que le déficit d'information et de formation soit comblé au niveau de nos amis jeunes. Le temps également que nous trouvons la bonne musique avec le secteur privé et des initiatives d'ONG. Je pense que ça prendra un temps assez court, mais je pense que de plus en plus, comme mes amis l'ont indiqué, les actions sont de plus en plus perceptibles. Monsieur Kouadio, vous êtes au Fonds national de la jeunesse. Est-ce que quand vous entendez la dame qui dit oui, j'ai quelqu'un que je connaissais qui avait un projet sous la main, qui ne savait pas qu'il y avait des structures capables d'accompagner donc la réalisation de ces projets-là. Est-ce que vous ne dites pas quelque part que le travail que vous devez abattre, il n'est pas aussi efficace comme vous le voulez? Bon, je ne dirais pas ça dans ces termes. Parce qu'il y a des poches, quoi qu'on dise. C'est vrai, vous êtes visité par beaucoup de jeunes, mais il y a encore on peut dire une bonne partie de la population qui dit qu'elle n'a pas l'information, peut-être même de votre existence. Bon, c'est difficile pour moi de me prononcer sur ce volet-là, parce que dans tous les cas, nous existons depuis, et M. le directeur a dit tout à l'heure, de janvier jusqu'à maintenant. Pensons que nos responsables ont fait beaucoup d'efforts. Au niveau de l'information, nous faisons beaucoup de communication. Vous pensez? Oui, nous pensons quand même, avec les moyens dont nous disposons, nous faisons beaucoup de communication. Nous avons plusieurs tournées à l'intérieur du pays, tout ça pour informer la population. Parce qu'une chose est de mettre à disposition l'information, une autre est que l'intéressé aille vers cette information-là, ce qui n'est pas toujours évident. C'est vrai, les attentes, on sait que les Ivoiriens attendent beaucoup. Est-ce que vous mettez des stratégies en place pour donc les inciter à aller vers vous? Mais oui, bien sûr. Peut-être que bon, vous donnez l'information qui tient nos existants et tout ça. Oui. Est-ce que véritablement vous usez, il y a des stratégies que vous utilisez par exemple pour leur dire, mais tiens, c'est votre maison, on attend que vous. Oui, vous savez, il y a plusieurs structures du ministère de l'Emploi. Il y a donc des directions détachées, décentralisées. Nous avons donc les directeurs régionaux de l'emploi, sur lesquels nous nous appuyons très souvent, les directeurs régionaux de départementaux et autres, de la jeunesse et des sports, sur lesquels nous nous appuyons, qui sont en contact direct avec ces jeunes-là. Nous avons aussi des politiques où nous allons vers les structures décentralisées, les mairies, les conseils généraux et tout ça, pour dire, ouais, écoutez, les jeunes qui sont là, dites-leur que nous sommes là, nous venons vers eux pour leur apporter l'information chaque fois que nous sommes sollicités. Et ces structures de l'État, donc je veux pas les collectivités décentralisées, vous donnent le coup de main oui, chaque fois que ces collectivités ont été sollicitées, elles ont répondu favorablement. D'accord. Madame Kouadio, Henriette, c'est vrai, vous allez me dire que votre terrain sur lequel vous allez chasser en griffe, c'est l'école. Donc ça veut dire que vous avez déjà la cible qui est déjà là, mais n'empêche que vous, le retour que vous avez en termes de résultats n'est pas toujours satisfaisant. En termes d'envie, de création, d'entreprendre. Il faut dire que le projet incubateur s'inscrit dans un cadre bien précis, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Comme nous sommes en phase d'expérimentation, et donc le projet est lancé dans 10 établissements de l'enseignement professionnel. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous allons vers ces établissements, comme je l'ai dit, pour la sensibilisation. Nous prenons, généralement, notre cible, c'est les sortants.
de ces établissements-là. C'est-à-dire ceux qui sont en fin de formation. Ceux qui sont en fin de formation. Ceux de 2013-2014, ils vont finir leurs examens de fin d'année en juin, juillet 2014. C'est à ceux-là que nous nous adressons. Mais déjà, depuis le mois de février en cours, nous allons vers ces établissements. Nous les sensibilisons, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de l'incubation, et ainsi de suite. Et quand bien même ils ne sont pas sur le terrain, les administratifs qui ont été formés, en l'occurrence les chefs d'établissement, les CEF et autres, ils assurent le relais. Ils en parlent en permanence. Et à cet effet, nous avons développé une communication dans ces établissements-là. Nous leur disons que la seule issue, je peux peut-être exagérer, mais je dirais que l'issue, c'est l'auto-emploi, c'est l'entrepreneuriat. Et vous pensez qu'ils prêtent une oreille attentive, ces apprenants-là? L'année dernière, j'avais moins d'élèves. Est-ce qu'ils sont réceptifs? Ils sont réceptifs. Tout à l'heure, avant que je n'arrive sur ce plateau, il y a 6 élèves, il y a 6 bénéficiaires qui sont chez nous à l'AGEFOP en train de finaliser leur plan d'affaires. Et parmi ces 6, il y a 2 qui ont eu un emploi salarié, qui ont refusé de partir, qui préfèrent rester dans le projet incubateur. Donc c'est encourageant. C'est encourageant. Ils sont là actuellement, ils sont en train de le faire pour peaufiner leur plan d'affaires. C'est encourageant. Mais peut-être qu'il y a encore des choses à faire parce que rien n'est pas fait. Il y a des mesures encore à prendre pour les inciter davantage. En plus de cela, des moyens de sensibilisation, nous faisons partie dans ces établissements-là, les success stories. C'est quoi? Les personnes qui ont réussi, les Ivoiriens qui ont réussi. Là, j'insiste, qui ont réussi, qui sont partis de rien du tout. Parce qu'il faut dire que la dernière fois, quand nous faisions les échanges avec les success stories, ces bénéficiaires pensaient que eux, ils n'avaient pas la chance d'entreprendre. Ils pensaient que c'était un leurre. Mais quand on a fait venir un jeune qui a fait une maîtrise en droit, qui est aujourd'hui dans le monde de la restauration et qui a expliqué son parcours, c'est-à-dire des gardiens, les vigiles. Qui a expliqué son parcours jusqu'à être aujourd'hui au stade où il est. Vraiment, ça a été vraiment un engouement. Et donc, c'est ce que nous essayons de mettre un peu en place. Mais comme l'a dit tantôt, c'est un cadre vraiment balisé dans le cadre de nos projets. Si, en 2 phrases, vous devez nous expliquer ce projet incubateur, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Bon, le projet incubateur, c'est un dispositif à la création d'entreprises, mais surtout des projets innovants. Donc, c'est des mesures d'accompagnement que nous donnons à des jeunes pour créer des entreprises. Et ces entreprises-là, non seulement elles doivent être innovantes, mais également, quand on est dans l'incubation, il y a plusieurs mesures d'accompagnement. C'est-à-dire, au premier niveau, il y a la logistique. Par exemple, un jeune qui veut entreprendre, peut avoir un problème de local. Il ne sait pas comment faire. Donc, il vient à l'incubation. Dans le cadre de l'AGEFO, il vient à l'incubation. Dans ces différents établissements, nous avons aménagé des locaux avec tout ce qui est matériel informatique. Donc, ils viennent là, c'est leur bureau. Donc, nous leur offrons le local. Nous leur offrons également tout ce qui est matériel informatique, secrétariat, bureautique, tout. À côté de cela, il y a un soutien logistique. C'est-à-dire, il y a l'outillage que nous leur donnons pour développer leur idée d'entreprise. Parce qu'il faut reconnaître que dans le cadre de ce projet, nous sommes essentiellement dans les établissements de production. Quand je parle de CPM Bois, CPTI et autres, nous leur donnons l'outillage pour produire. Et à côté de cela, il y a des coachs, il y a des mentors, il y a des spécialistes des métiers qui les encadrent. Et un autre soutien, c'est le fonds de démarrage que ces jeunes ont à la fin de l'incubation. Le fonds de démarrage, donc, qui est... Le fonds de démarrage qui est le fruit, le bénéfice de leur production tout au long de l'incubation qui dure 1 an dans ces établissements-là. Ils ouvrent un compte dans nous sommes en partenariat avec une banque de la place. Donc, il y a un dépôt à terme DAT qu'ils mettent. Et c'est ce DAT, au bout d'1 an, qui constitue leur fonds de démarrage. Donc voilà les soutiens un peu de l'incubateur et ce sont les mesures d'accompagnement de l'incubateur. Monsieur Gourou Adama, ces jeunes que vous rencontrez très souvent, j'imagine, quelles sont les difficultés qu'ils vous posent? La première des choses, c'est l'état d'esprit. Parce que tout à l'heure, vous parliez de est-ce que les jeunes, il y a un état d'esprit à créer. Et je crois que c'est ce que aujourd'hui les autorités essaient de faire. Parce que, enfin, on nous avait présenté l'entrepreneuriat comme un sauf-conduite. Bon, il n'y a pas de travail, allez créer des entreprises, d'accord? Mais sans accompagnement, c'est sûr que personne ne va s'y lancer. Ouais. Surtout quand on vit dans des territoires où l'échec est toujours vu comme une catastrophe et tout. C'est pas toujours simple. Donc l'idée, c'est de leur dire, allez-y, on vous suit, etc. Beaucoup posent le problème d'investissement de base.
enfin, moi je ne le vois pas en cela. Parce que le plus important, ce n'est pas l'argent. Et je ne cesse de le répéter aux jeunes. Le plus important, ce n'est pas l'argent. Le plus important, c'est la motivation. La motivation. Qu'est-ce qu'on est prêt à donner pour cela? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on se dit que ça fera une différence dans notre vie? Parce que le choix, il doit être un choix mûri. Lorsqu'on décide d'être entrepreneur, j'ai écrit un article là-dessus il n'y a pas très longtemps, il y a des appelés et il y a des élus. Quand tu es un élu, tu n'abandonnes pas malgré la difficulté. Parce que mes entreprises, je n'ai jamais eu recours à un prêt, je n'ai jamais eu recours à un soutien financier de quelque ordre que ce soit. Il faut commencer avec ce qu'on a, là où on est, le plus simplement possible, en essayant de réduire, de simplifier, de commencer avec la plus petite idée qu'on a, avec le plus petit moyen qu'on a. C'est en ce moment-là que les autres pourront miser sur vous. Parce que vous ne pouvez pas utiliser l'argent des autres pour essayer. Voilà, il faut accepter cela. Ailleurs, dans d'autres pays, c'est comme vous avez échoué 2 à 3 fois qu'on vous fait plus confiance. Voilà, donc il faut avoir le cran d'essayer, de se planter, d'échouer et de dire maintenant j'ai acquis en expérience. Il faut pouvoir prendre le risque de dire le peu que j'ai, je le mets en jeu. Pour que d'autres personnes se disent si lui-même il est prêt à mettre ceci en jeu, en ce moment-là, je suis également prêt à l'accompagner. Oui, mais si on se retrouve dans un cas de figure où on n'a pratiquement rien sous la main, c'est vrai qu'on peut avoir la motivation, on peut avoir l'idée même. Est-ce que ce n'est pas lié à un problème de culture même en tant que tel? Bien sûr, c'est forcément lié à une question de culture. Parce que pendant des dizaines d'années, on nous a dit, vous allez à l'école, vous avez des diplômes, vous allez travailler. Alors, on a eu les maîtrises, les gens ont passé des concours et tout. Mais au fur et à mesure, les programmes d'ajustement structurel et les difficultés financières des États ont fait que, enfin, l'emploi se réduisait comme peau de chagrin. Donc, à un moment, on a dit aux jeunes, non, retournez au champ. On a vu que ça n'a pas marché. On leur a dit, non, créez vos entreprises, alors qu'il n'y avait pas l'accompagnement nécessaire qui était mis en place. Et il n'y avait pas cette culture entrepreneuriale. Est-ce que c'était fait avec une certaine force? Est-ce que, je veux dire, la souplesse a accompagné cette reconversion-là? Non, je ne parle pas de souplesse, je parle de préparation. Parce que je pars toujours du principe que on forme une génération d'entrepreneurs comme on forme une génération. Il n'y a pas de génération spontanée. Justement. Il n'y a pas de génération spontanée. On crée une génération d'entrepreneurs comme on a créé cette génération de footballeurs, même si nous font beaucoup de peine parfois. Oui. Mais on a créé des stars. Et c'est parti, enfin, comme elle le disait tout à l'heure, d'un incubateur qui était l'Académie Mimo Sifcom. Donc si la Côte d'Ivoire avait créé une génération d'entrepreneurs, pour 10 ou 15 ans, la Côte d'Ivoire en est pleinement capable. Et cela, il faut reprogrammer la mentalité des jeunes en leur disant, vous n'allez pas... Enfin, je comprends qu'il y a une nécessité d'emploi, mais je n'aime pas dire aux jeunes, vous créez vos entreprises parce qu'il n'y a pas de travail. Non, on devient entrepreneur parce qu'on a envie d'être entrepreneur. Parce que quand on est entrepreneur, ça dépasse le simple fait de la rémunération financière. On rentre en fait dans un monde où on sent qu'on apporte quelque chose à son économie, on apporte quelque chose à son pays, et on s'apporte quelque chose à soi-même. La satisfaction de voir quelque chose qu'on a pensé, qu'on a mûri se réaliser, et que cette chose-là apporte des bénéfices. Parce qu'un entrepreneur, ne l'oublions pas, il est là pour trouver des solutions aux problèmes que les autres rencontrent. Enfin, et les gens sont prêts à payer pour s'offrir ces solutions. C'est ce qui fait gagner de l'argent à un entrepreneur. Et donc, il ne faut jamais oublier cela. C'est vrai qu'on a une question très cruciale au niveau de l'emploi, mais je préfère leur dire la vérité. Parce que quand on leur montre que l'entrepreneuriat, c'est juste arriver au moment lorsqu'ils commencent, ils se disent, mais c'est mieux d'aller travailler pour quelqu'un parce que c'est trop dur. Justement, vu les difficultés auxquelles ils sont confrontés, M. Kouadio, oui. Vous, en la matière, est-ce que vous avez des expériences à nous faire partager? Oui, moi, je voudrais d'abord qu'on précise qu'il y a le fait de financer un projet et le fait de financer une entreprise. Ça, il faudrait que ce choix, les gens font pas ça. Cette nuance-là. Il y a le projet, j'ai envie de faire une champ de manioc, eh ben, je viens, ça fait 5 millions, est-ce que vous pouvez me donner? On vous donne. Ça, c'est un projet qu'on a financé. Mais lorsqu'on voudrait que votre champ de manioc devienne votre entreprise pour 50 ans, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on met en place un certain nombre de systèmes pour vous accompagner sur le long terme. À partir d'idées même qu'on peut reformuler dans le cadre de l'incubation déjà, à partir même de toutes les études préliminaires qui sont menées, à partir de l'étude approfondie pour voir la rentabilité donc, de votre projet, à travers donc, l'étude de faisabilité, jusqu'à ce qu'on essaie d'analyser tous les risques possibles qu'on doit mitiger pour que demain, vous ne soyez pas donc, en faillite. Donc si nous voulons créer plutôt des entreprises. Alors on ne peut pas financer pour financer des projets. Voilà, donc excusez-moi, est-ce que ces jeunes sont aussi endurants? Monsieur Gourou le disait tout à l'heure, une chose c'est d'avoir l'idée, mais une autre c'est d'être capable de tenir dans le temps jusqu'à
à être capable de matérialiser, de concrétiser. Oui. C'est surtout moi, je ça. sais, voilà. Quelqu'un qui sort d'une université ou d'une grande école avec un cycle ingénieur ou un BTS, lui, je veux dire, après 2 mois, il a un stage, automatiquement, il ne se pose pas la question de savoir comment est-ce que, s'il n'est pas au service comptabilité, comment cette entreprise fait pour rentabiliser. Est-ce qu'ils sont endurants jusqu'à la fin, de telle sorte que vous les avez, au sorti de là, des gens qui sont prêts, vraiment de vrais entrepreneurs? Voilà. Je vais vous donner un exemple simple. Lorsque quelqu'un veut un emploi dans une entreprise, il passe par une série de tests. Justement. Pour voir sa compétence future. C'est la même chose pour l'entrepreneuriat. On doit être capable de savoir si ce jeune a quelques traits de personnalité pour pouvoir entreprendre. Parce que c'est un combat de longue haleine. Voilà, ça dit que si déjà vous n'êtes pas préparé à cela, si vous n'avez pas les outils psychologiques nécessaires, mais demain, la moindre difficulté, mais l'entreprise ferme. Et c'est pour ça que leur expliquer ça comme ça. Oui, il faut qu'on leur explique chaque fois que l'occasion est donnée, nous leur expliquons. Parce que généralement, ils vous jettent la pierre. Tout c'est la même chose. Vous voyez, monsieur Delasouma, vous voyez, si demain on se dit, bon, écoutez, avant de financer, on va vous faire des tests de psychologie et tout ça, mais tout de suite, bon, ce sera le tollé. Mais on observe, on voit. Dès que moi, je reçois un jeune conseiller projet, nous sommes en train de regarder les contours de votre projet. Tout de suite, je peux identifier votre capacité à mener votre combat sur le long terme. C'est de ça qu'il s'agit aussi. D'accord. Alors, monsieur Dao, quelqu'un me disait, on a mis sur pied ce qui est du Fonds national de la jeunesse. Il arrive par moment, nous allons voir si monsieur Kouadio va étayer nos propos, que ce que vous avez mis comme, je vais dire, le fonds qui a été mis sur pied, que vous n'avez pas le nombre de jeunes que vous attendez pour financer les projets. Ah bon? Oui. Non, je dirais plutôt que nous cherchons des fonds complémentaires. Oui, c'est des fonds complémentaires. Oui, voilà. La formation, j'avais dit le principe, le système de formation, adéquation, formation, emploi, ça fonctionne très bien aujourd'hui. Où vous en êtes au niveau du ministère de l'Emploi? Avant de répondre à cette question, j'aimerais donc appuyer un peu les propos de mes prédécesseurs. L'auto-emploi était vraiment, je dirais, quelque chose d'accessoire. C'est-à-dire qu'on n'avait pas accès à l'emploi salarié, l'auto-emploi. Donc finalement, ça devient de l'entrepreneuriat de subsistance. C'est-à-dire, j'ai ma petite initiative privée devant ma maison, je vends peut-être des recharges en espérant avoir mieux. Justement. Ou bien j'ai ma petite boutique en attendant un emploi salarié. Donc les jeunes ne sont pas convaincus même de l'initiative qu'ils portent. Maintenant, il s'agit de changer d'état d'esprit. C'est-à-dire s'inscrire dans la durabilité. C'est-à-dire mon entreprise là, demain je serai également un créateur d'emplois. Je rêve que ce soit une grande entreprise qui soit citée parmi les références en la matière, dans le secteur d'activité dans lequel j'opère. Donc vraiment, il s'agit de changer d'état d'esprit, de sorte qu'on sorte de l'entrepreneuriat informel, de l'entrepreneuriat de subsistance, à vraiment de l'entrepreneuriat de vocation professionnelle et vraiment bien articulé. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a également un minimum de formation. Voilà, il y a certaines personnes qui sont entrepreneurs dans l'âme. Vous voyez, nous avons nos mamans qui souvent nous ont élevés dans des conditions difficiles, qui avaient même leurs initiatives, qui ont pu même construire des maisons, qui ont mis à l'école leurs enfants, sans même un minimum de formation. Justement. Et ces mamans, si elles avaient reçu quelques éléments, quelques instruments, quelques outils, je pense que ça allait être encore des résultats plus probants. Donc pour nous, la formation, il s'agit dans le dispositif de réforme de la formation qui est en cours, qui prend non seulement la nécessité de donner des formations qui sont en adéquation avec les besoins du marché, mais également la nécessité de changer de matrice, si on veut le dire ainsi. C'est-à-dire faire en sorte que dès leur fin de formation, les jeunes aient dans leur esprit 2 options. Emploi salarié ou auto-emploi. Voilà, n'est plus emploi salarié, mais si ça ne va pas, je me débrouille en attendant d'avoir de l'emploi. Donc, il faudrait que ça soit clairement 2 options. Et il faudrait que des jeunes puissent s'inscrire de manière volontaire dans l'une ou l'autre des options. Je veux créer mon entreprise. Nous sommes 2 ou 3. C'est en cela que les projets incubateurs sont vraiment fortement structurants et permettent déjà de créer des vocations déjà à l'origine. Avant qu'ils n'investissent dans le marché du travail, on leur donne déjà un certain nombre d'outils. Ils se rendent compte que dans 5 ans, dans 10 ans, si on se projette, nous-mêmes, on peut être des entrepreneurs. On peut déjà commencer à travailler pour nous et faire travailler les autres. Donc, en cela, je pense que la formation
a un volet très important déjà à la base. D'accord. Madame Kouadio? Oui, je voudrais dire que déjà l'année dernière, quand nous avons lancé ce projet pilote, comme je l'ai dit tantôt, il y a 10 établissements, mais nous avons commencé sur 2 établissements d'abord. Il y avait le CPTI et le CPM Bois. On a commencé sur 42 bénéficiaires au total. Après la sensibilisation, on a eu 42 bénéficiaires volontaires. Au fur et à mesure que nous faisions la formation, parce qu'il faut un minimum de formation, comme monsieur le directeur l'a dit tout à l'heure, au fur et à mesure que nous faisions la formation, la première étape de la formation, qu'on appelle tri, trouver son idée d'entreprise. Et là, c'est une méthodologie que nous avons empruntée du BIT, Bureau international du travail. Après les 3 jours de formation pour trouver une idée d'entreprise, ils l'ont trouvée. Maintenant, après cela, il faut passer à la deuxième phase qui est la création de l'entreprise créée. Et dans cette phase de formation, c'est alterné. Des jours de formation en salle et des jours sur le terrain pour faire l'étude de faisabilité. Pour, comme objectif, faire un plan d'affaires. À ce niveau-là, il y a eu des déperditions. Oui, les jeunes ne voulaient pas faire d'études de faisabilité. Quand bien même ils étaient encadrés, ils ne voulaient pas aller sur le terrain. Ils voulaient... aller directement. Directement. Ils disent, non, on est déjà fort, on s'en va. Non, vous n'êtes pas fort. Ils disent, non, on va aller voir un cabinet. Ils disent, non. Si vous allez voir un cabinet, que vous allez rencontrer M. Marcelin au FNJ, quand il va vous dire de soutenir votre plan d'affaires, vous ne serez pas capable de le soutenir, puisque ce n'est pas vous qui l'avez élaboré du fond en comble. Donc, il faut aller sur le terrain, faire des études de faisabilité, bien remplir les canevas, et puis nous l'envoyer. C'est à ce niveau-là qu'il y a eu des déperditions. Et finalement, je suis heureuse que sur ce plateau, il y ait un des membres du jury, en l'occurrence M. Marcelin, oui, M. Kouadio. M. Kouadio, il représentait le FNJ pour valider les meilleurs projets pour entrer en incubation. Finalement, nous avons eu 16 projets. 16 projets. 16 projets. Avec 12 projets pour 16 jeunes, puisqu'il y a des jeunes qui se sont mis en groupe. Et aujourd'hui, je suis heureuse parce que hier, il y a un groupe qui m'a appelé, ils ont eu un marché, ils sont très contents. Il y a un autre groupe qui est à mon bureau actuellement parce qu'ils ont eu un autre marché. Nous avons donné les rudiments pour être des entrepreneurs. Mais nous continuons, puisque ça dure 1 an, nous continuons toujours à les encadrer. Parce que l'un des éléments qui font que les entrepreneurs n'arrivent pas au bout, c'est l'isolement. Quand ils sont isolés, ils ne sont pas recadrés, ils ne sont pas encadrés, ils sont découragés. À la moindre difficulté, ils abandonnent et puis ils abandonnent. Est-ce que ce manque d'endurance-là, M. Goro, comment est-ce qu'on peut l'expliquer aussi? Ce manque d'endurance peut s'expliquer de plusieurs manières. Parce que déjà, c'est un combat psychologique quotidien. Voilà. Pour être passé par toutes les étapes, je peux vous dire qu'il y a des moments où on se réveille le matin et on peut se dire, bon, aujourd'hui, là, ça suffit, j'arrête. Il y a des moments où c'est avant de se coucher le soir qu'on se dit ça. Et le matin, quand on se réveille, on dit, non, je ne peux pas arrêter, il faut que j'avance. Donc, c'est vraiment un combat psychologique à toute épreuve. Et c'est pourquoi la raison pour laquelle on s'y engage est extrêmement importante. Tout comme M. Kouadio parlait tout à l'heure du profil psychologique, il y a aussi, est-ce que le projet que la personne veut lancer cadre avec sa psychologie? Est-ce que le projet que la personne veut lancer cadre véritablement avec sa vision de la vie, etc., etc. Parce qu'il y a une chose entre juste faire de l'argent et puis lancer un projet qui réponde à un besoin personnel, à quelque chose qu'on a vraiment envie de réaliser. Le constat, c'est que c'est comme ça que le tableau se présente, peut-être bien malheureusement. On n'entreprend que parce que, on est coincé quelque part. On n'a pas pu avoir du boulot lorsqu'on a fini les études. Donc, il faut, puisqu'on en a marre que les parents nous disent chaque matin, oui, tu joues le feignant et tout ça. On entreprend, il n'y a pas d'engouement. Parce qu'on pense que juste on veut se faire de l'argent, mais ce n'est pas par passion qu'on le fait. Est-ce que ce côté-là, vous suscitez ce volet de passion-là, chez ces jeunes-là? Oui. On va laisser terminer ce Goro. Oui, en ce qui concerne les conférences que j'anime, en ce qui concerne les accompagnements, le coaching que je fais, c'est la base. D'abord, quand on étudie le projet, avant que je ne m'engage dans un projet de coaching avec quelqu'un, je veux savoir si c'est un projet qui lui tient à cœur. Et on essaie de trouver la source de l'idée. Pourquoi c'est cette idée d'entrepreneuriat qui lui vient en tête? Et généralement, ils ne sont pas là parce que, je vais dire, mon frère ou mon ami a réussi dans le domaine. Vous ne sentez pas ça comme ça après études? Il y en a qui le font parce que X ou Y l'a fait, mais là n'est pas vraiment l'aspect le plus important. Les candidats qu'on recherche, les personnes qu'on cherche à accompagner véritablement, c'est des gens qui ont l'esprit d'innovation et qui se lancent et qui s'investissent dans un domaine qui leur ressemble. Je vous prends par exemple tout bêtement l'histoire de quelqu'un qui veut par exemple ouvrir un hôtel. Et
en cherchant à savoir pourquoi il veut ouvrir un hôtel, on se rend compte par exemple que son père était le chef, je ne veux pas citer une ethnie, mais qui était par exemple le chef d'une ethnie dans une région dont ils ne sont pas originaires. Donc du coup, tous ceux qui arrivent dans cette région logent chez son père. Donc enfant, il n'a fait que accueillir il y a cet esprit d'hospitalité, les voir partir, etc. Et vous savez très bien la tradition africaine de l'hospitalité. Donc il a grandi dans cet environnement. 20, 30 ans plus tard, il veut créer un hôtel. Et il ne sait pas d'où lui vient l'idée. Donc, quand on mène cette analyse psychologique, on comprend d'où vient son idée. Et je dis, il a potentiellement les rudiments pour devenir un bon gérant d'hôtel. Il a potentiellement les rudiments pour faire de son hôtel quelque chose de référence. Parce qu'il connaît ce qui est... Parce que la satisfaction du client... Déjà de l'accueil et tout ça. Et c'est une façon pour lui de revivre des moments qu'il a vécu enfant, qui l'ont marqué positivement. Donc, c'est quelqu'un qui ne lésinera sur aucun moyen pour que son hôtel soit propre, pour que l'accueil soit impeccable, pour que l'hospitalité soit impeccable, parce que ça répond à un besoin qui est quelque part caché dans son inconscient. Et il se lèvera chaque matin avec le plaisir d'aller au travail, parce que c'est quelque chose qui va avec sa vie, avec ses valeurs. Et il vit ça au quotidien. Alors, Monsieur Kouadoukan. Oui. Je pense que au niveau de... tout à l'heure, j'ai apprécié par exemple l'expression de M. Gou qui disait qu'il faut créer des générations d'entrepreneurs. Si nous allons sur cette base-là, vous voyez que c'est très tôt qu'on doit commencer beaucoup de choses. Mais on crée comment ces générations d'entrepreneurs? Oui, mais justement, il faut déjà leur présenter des exemples. Depuis les basses classes, depuis le primaire, même le lycée et tout ça, pour que déjà ces enfants-là comprennent que demain, il y a deux grandes voies. Aujourd'hui, je suis heureux que là, j'ai par exemple il y a une direction de l'emploi indépendant, en plus de l'emploi salarié. Mais déjà, si à la base, il sait déjà qu'il y a ces deux voies, il fait son choix dès le départ. Donc ceux qui auront choisi l'entrepreneuriat, déjà, on prépare leur profil pour qu'au finish, ils soient véritablement dans leur élément et que l'entreprise qu'ils mettront sur place soit une entreprise qui puisse durer dans le temps. Est-ce que vous écoutez, M. Danro, vous n'avez pas peur qu'on retombe finalement dans une situation du genre, l'école n'est pas forcément la seule voie de réussite, chose quelque part qui peut ressortir, si tel que il s'est dit entreprendre, on n'a pas besoin forcément d'avoir un master ou un doctorat. Vous confirmez avec moi que l'école c'est la seule voie de réussite, parce que l'école, il ne faut pas l'avoir avec le niveau du diplôme. Voilà, il faut l'avoir en termes d'instruments et de connaissances qu'on nous apporte pour pouvoir donc réaliser quelque chose dans la vie active. Voilà, donc vous verrez l'expérience de jeunes Américains qui ont porté des projets très impressionnants qui aujourd'hui font l'actualité économique. Donc c'est des générations également, ce type de génération de jeunes dont on a besoin aujourd'hui. Lorsque les jeunes réclament leur autonomie, leur indépendance, je pense que c'est par là. En voulant, donc lorsque le président de la République parle d'émergence économique, c'est vrai, il y a les infrastructures, mais avant tout les hommes. Ces hommes-là, ce sont les jeunes qui constituent la nouvelle génération. Donc changement de mentalité, prendre conscience de notre rôle à jouer dans la création de richesses, également participer effectivement, prendre des risques. Et je pense que ce que le gouvernement fait en ce qui concerne donc l'amélioration de l'environnement des affaires, c'est pour nous inscrire dans la durabilité, réduire le délai de création des entreprises, mettre en place des tribunaux de commerce. On anticipe si déjà les besoins qui vont se faire ressortir dus déjà aux dynamiques entrepreneuriales qu'on entend de voir là. Vous voyez, cette pépinière d'entrepreneurs-là, demain, réclameront un environnement propice aux affaires lorsqu'ils seront donc en contact avec le monde formel, lorsqu'ils auront des marchés plus importants. Donc déjà en amont, l'État prend un certain nombre de réformes pour accompagner le process, de sorte que tous ces jeunes qui vont sortir de ces incubateurs, qui seront coachés par les instituts privés, qui auront accès au financement du FNJ, ces femmes qui pourront avoir accès au financement du Fonds Femmes, également des microfinances, qui seront demain des entreprises modernes de demain, puissent évoluer dans un cadre qui est parfaitement optimal et optimisé. Donc, c'est ce que j'aimerais indiquer. Il y a un aspect que j'aimerais ajouter par rapport aux incubateurs, c'est d'inviter les entreprises privées à réserver quelques bureaux aux jeunes entrepreneurs. Oui. Parce que c'est juste... Donc vous dites réserver non, des bureaux. c'est de l'incubation. C'est de l'incubation parce que ailleurs ça s'est fait, pourquoi pas ici? Parce que le rôle citoyen d'une entreprise ne se limite pas seulement à distribuer des bons de médicaments ou bien des bons de vivres. Je connais des entreprises où il y a des centaines de mètres carrés de bureaux disponibles, libres et vides. Et je crois que ces entreprises-là sont à même de pouvoir encadrer des jeunes qui développeraient des projets qui aillent dans le sens de leur activité.
Et cela, c'est possible, ça s'est fait ailleurs. Et c'est vraiment possible ici. Surtout en ce qui concerne tout ce qui est développement technologique, déjà pour commencer. Ça serait vraiment une bouffée d'oxygène. Parce que ce n'est pas aisé d'installer des incubateurs, il faut l'accompagnement. Alors qu'une entreprise qui a de l'espace, qui offre 3, 4 ou 5 bureaux à des jeunes qui démarrent des projets, a déjà sur place le personnel nécessaire pour les accompagner, que ce soit au niveau marketing, au niveau comptable, etc. etc. Management. Voilà. Et de ces projets-là vont naître sans doute des idées. Et cette entreprise-là sera la première à en profiter. Et ensuite, on pourra les mettre sur le marché pour faciliter le développement et l'implémentation de ces différentes idées-là. Alors, à côté de ça, la dernière chose que j'aimerais dire aussi, c'est au niveau des dirigeants d'entreprise, les dirigeants à succès, ceux qui nous ont fait rêver, ceux à cause desquels on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, avant de découvrir que ce n'était pas aussi simple que ça. Les business angels, on en parle depuis pas mal de temps. Ce sont des chefs d'entreprise, des entrepreneurs à succès qui se réunissent et qui se disent, bon, on va créer un fonds pour soutenir les projets innovants, pour soutenir les jeunes. On en parle depuis un bon bout de temps et franchement, nous, on a hâte de voir la réalisation de ces groupes de business angels. D'accord, je me tourne vers Madame Kwadio Henriette donc, de la Jofop. Vous nous disiez au moment où nous préparions donc, cette émission, il y a eu des situations où ces incubés-là, à un moment donné, laissent tomber les choses parce qu'ils ont obtenu un stage quelque part dans une entreprise. Ils pensent que l'idée d'entreprendre, ça n'a pas de lendemain meilleur. Expliquez-nous, comment est-ce que des gens pour qui vous avez cultivé l'idée d'entrepreneuriat finit par laisser tomber pour un simple stage, souvent qui n'est même pas rémunéré? Comment vous expliquez cela? Disons qu'à ce stade-là, ils ne sont pas encore des incubés. Ils sont dans le processus d'incubation. Parce qu'avant de rentrer dans l'incubation, il y a tout un processus. Il y a une formation et autres. Et c'est à ce stade-là qu'ils s'en vont. Sinon, pour l'instant, ceux que nous avons reçus en incubation sont bel et bien en place. Et je ne pense pas qu'ils vont changer pour un iota. Ils me le disent tout le temps. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème pour l'instant. Est-ce que, par exemple, M. Gourou, je vais dire, est-ce que vous pensez que les parents ont une influence sur le choix? Oui, absolument. Des enfants. Absolument, les parents ont une influence sur le choix des enfants. Parfois, j'entends des parents, enfin des enfants me dire, ah non, mon père a tel ami dans telle entreprise, il a trouvé un stage pour moi, ou bien il a trouvé un CDD pour moi, donc franchement, le projet, je ne peux pas continuer, etc. Souvent, c'est juste que les parents n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance, ils se disent que la sécurité, c'est d'avoir un emploi où on te paie chaque fin de mois. Je le comprends, parce qu'ils ont connu une période glorieuse. Nous sommes les enfants des années 80, donc des enfants de la crise. On n'a pas connu la même période glorieuse. Et ceux qui partent dans un autre sens réussissent plus aisément, c'est ceux qui sont soutenus par leurs parents. Et en disant cela, je fais un clin d'œil à notre père qui nous a soutenus dès le départ, qui a mis son garage à notre disposition. Et voilà, on a commencé tout petit à la maison avec un vieil ordinateur, une vieille imprimante. Tout était vieux. Mais bon, aujourd'hui, ça va. Ça va dans la mesure où on a eu des gens qui ont cru en nous. Même au moment où on voulait abandonner, il y a eu des gens pour nous dire non, tenez bon, ça ira, etc., etc. et tout. Il y a des gens qui ont continué à nous payer de l'argent de poche alors qu'on n'en avait plus droit. Et c'est cela qui a permis de vraiment continuer. Donc, j'invite aussi les parents à s'investir dans les projets de leurs enfants. Parce qu'ils peuvent être de bons mentors pour leurs enfants. Oui, je connais des parents qui ont été à des postes de responsabilité tels que, franchement, ils peuvent encadrer le projet d'entreprise de leur enfant, leur permettre d'avoir des contacts et, franchement, leur permettre de démarrer. Ne serait-ce qu'en leur donnant un petit coin à la maison pour faire un bureau et pour démarrer leur activité. Alors, d'accord. Monsieur Kwadio, quand du Fonds national de la jeunesse, est-ce que vous est arrivé de tomber sur des situations où des jeunes vous disent il faut, papa dit, maman dit de laisser tomber parce que ça, dans ce domaine-là, c'est pas sûr qu'on puisse avoir ce qu'il faut pour vivre bien demain? Honnêtement, je n'ai pas encore rencontré cette situation. Parce que tous ceux quand même qui franchissent le seuil du FNJ vont parce qu'ils ont un projet, ils vont pour prendre des informations, ils vont parce qu'ils ont souvent fait le choix de l'entrepreneuriat. Donc il s'agit pour nous maintenant d'encadrer tout ça et de leur permettre donc de rêver, de voir leurs rêves se réaliser. Donc c'est vrai, les parents, évidemment, peut-être que les parents agissent d'une certaine façon à la maison. Et comme M. Gourou l'a dit, effectivement, l'influence des parents, c'est tout à fait normal. Si le parent encourage l'enfant à entreprendre, c'est tout à fait normal qu'il sera plus rassuré. Mais tous ceux qui viennent à nous, je pense qu'ils ont fait le choix de venir, de choisir cette branche-là. Et nous, tout ce qu'on nous demande, c'est de les encourager
et de leur dire que les financements sont disponibles et qu'on voudrait tout simplement qu'ils aient le courage d'avancer. Alors, le projet, il fonctionne bien au niveau de l'AGEFOP, tous autant que vous êtes. Est-ce que finalement, il ne faut pas insérer l'entrepreneuriat dans tout le système éducatif? Je commence par vous, monsieur Daon. Oui, je pense que de plus en plus, nous tendons vers une professionnalisation de notre système éducatif, que ce soit au niveau de l'université, ou maintenant avec la réforme LMD, on a la possibilité de trouver des passerelles, voilà, entre les différentes unités. Donc, également, même au niveau de la formation professionnelle, comme je l'indiquais, il s'agit maintenant de faire en sorte que les jeunes qui sortent de nos différents systèmes soient dans un autre état d'esprit. Voilà, soient conscients qu'on ne peut plus seulement tendre la main, on doit également être capable de pouvoir porter un projet. Et surtout que nous sommes en train de mettre en place des dispositifs que nous sommes en train d'éprouver avec l'expérience FNJ et que nous avons capitalisé également l'expérience des fonds initiaux. Parce que l'expérience FNJ, il faut le dire, hein, c'est vrai que le gouvernement a décidé de mettre des ressources, mais ça ne sera pas la distribution. Oui, parce qu'il faudrait assurer également la pérennité de la structure, également des financements. Il faudrait que ces financements-là puissent pouvoir être disponibles en bout de chaîne pour ceux qui auront donc à pouvoir les utiliser. Donc, il y a eu les expériences des fonds sociaux, nous avons capitalisé. Le FNJ, le gouvernement a mis un certain nombre de ressources au niveau du fonds femmes également pour des projets de vraiment petite échelle. Avec les microfinances, nous allons approfondir la question pour rapprocher les mécanismes de financement vers les porteurs de projets et avec le secteur privé également, les ONG, voilà, de sorte qu'on puisse tendre vers cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Malheureusement, le temps court très vite. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes encore qui hésitent, qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est une utopie même, on pourrait le dire ainsi. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Oui, moi, je leur dis que la vie n'est pas facile. C'est de quelle que soit l'option qu'on choisit, quel que soit l'emploi salarié. L'auto-emploi comporte plus de risques parce qu'il est plus passionnant et parce qu'au finish, on contribue le plus donc à la création de la richesse au niveau national. Et j'aimerais dire aux jeunes, si l'entrepreneuriat est un risque, alors le gouvernement a décidé de prendre avec eux ce risque-là. C'est pourquoi nous avons mis en place des structures comme le FNJ, le Fonds Femmes, également des structures d'encadrement comme l'INUE, l'AGEFOP, l'AGEP, que nous renforçons. L'État fait de son mieux. Donc, il revient également aux jeunes de se rapprocher des différents dispositifs. Également, d'être conscients de leur rôle. Il ne faudrait plus qu'ils soient utilisés en termes d'instabilité. Mais il faudrait que maintenant, ils soient utilisés en termes de stabilité économique, en termes de création de richesses et surtout de construction de leur pays. Madame Kouadio, Henriette de l'AGEFOP, qu'est-ce que vous avez dit donc à ce jeune? C'est vrai que vous êtes en contact plus avec les apprenants qui sont de la formation professionnelle, mais il y a aussi une bonne frange de ces jeunes-là. Vous ne rencontrez pas tout le temps. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? D'abord aux entrepreneurs, parce qu'il n'y a pas meilleur coach que l'entrepreneur qui a réussi. Et dans le cas du projet incubateur, l'épine dorsale même du projet incubateur, c'est l'accompagnement. Et cet accompagnement est assez, surtout réussi avec les entrepreneurs qui sont en activité. Donc l'ancien appel au patronat, à ces entrepreneurs qui ont réussi pour qu'ils accompagnent le projet. Ce projet a une durée de 3 ans, c'est une phase pilote. Et au bout des 3 ans, on va évaluer le projet. Et si le projet a atteint les résultats que l'État nous a assignés, il n'y a pas de raison qu'on ne l'élargisse pas à l'ensemble du pays. Et si on l'élargit à l'ensemble du pays, c'est beaucoup de jeunes qui vont gagner. Parce qu'à terme, c'est 400 emplois qui seront créés pour 10 établissements. Donc imaginez, si ce projet s'élargit à tout l'ensemble du pays, c'est des milliers d'emplois. Chose qui sera faite, hein, ça va s'élargir. C'est mon souhait. Merci. Et donc si le résultat est concluant dans 2 ans, il n'y a pas de raison que ça ne s'étend pas. Et si ça s'étend, au lieu de 400 emplois, c'est des milliers d'emplois qui seront, puisqu'on va le multiplier, c'est des milliers d'emplois qui seront créés. Donc, je lance un appel donc, aux entrepreneurs et également à ces jeunes qui sont dans les différents établissements que nous venons vers bientôt. D'accord. Monsieur Gourou Adama? Pour ma part, je prends mon rôle d'entrepreneur comme une forme de reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire qui m'a scolarisé. J'ai fait des bonnes écoles. J'ai fait l'Institut national polytechnique à Yamoussoukro. J'ai fait des écoles à moins de coûts parce que ces écoles ont été subventionnées par l'État de Côte d'Ivoire. Donc quand je finis aujourd'hui, ma question c'est qu'est-ce que moi je redonne en retour à cet État-là? J'ai bénéficié de bourses qui tombaient toujours à point nommé. Et même quand on a eu des difficultés, ces bourses ont été quand même payées, même avec des arriérés.
Et franchement, je suis très reconnaissant à l'État de Côte d'Ivoire d'avoir mis en place un système éducatif que tout le monde dans la sous-région nous envie, même s'il y a beaucoup d'efforts à faire. Maintenant, une fois que l'État a joué son rôle, l'État n'a pas signé de contrat avec moi pour une quelconque embauche. Je sais ses moyens limités. Donc aujourd'hui, ma question en tant que jeune, et comme je l'ai dit au cours de cette conférence, la jeunesse est la solution, c'est de savoir qu'est-ce que moi j'apporte en retour à cet État-là. Et pour leur dire que la peur de se lancer dans l'entrepreneuriat est le plus gros frein. Mais il faut qu'on se dise que personne ne va quitter ce monde d'un vivant. Donc du moment où on sait qu'on va mourir, de quoi est-ce qu'on a peur? Parce que la pire des choses, c'est l'échec. De l'échec, on apprend. Donc parfois on échoue, parfois on apprend. Donc moi je les invite à se lancer. Et ceux qui vont se casser la figure, ils peuvent m'appeler. Voilà, on est tous passés par là, on se casse la figure. D'accord, je vais vous poser rapidement une question. Vous êtes donc entrepreneur, j'imagine que vous êtes installé à votre propre compte. Comment est-ce que est venue cette passion-là? C'est parce que vous avez cherché du travail que vous n'avez pas eu ou c'est quoi? Non, j'ai jamais cherché du travail. Mon premier boulot était mon boulot en tant qu'entrepreneur. Et depuis lors, voilà. Vous êtes sorti du système éducatif? Oui, je suis sorti du système éducatif avec 3 amis. On avait déjà mûri notre petite idée. On est sorti et on s'est dit, pourquoi pas maintenant? Malgré tout le monde nous a dit non, il est trop tôt. Il faut aller dans les grosses entreprises de la place et tout ça. Non, il est trop tôt, il y a la guerre. Va dans une entreprise de téléphonie comme tes potes d'à côté et tout. Pourquoi tu veux souffrir? Et vous avez refusé? Tu as des parents pauvres et vraiment il faut que tu sois réaliste et tout. Mais c'est bien, on s'est serré les coudes. Et bon, aujourd'hui, je suis très fier de dire que je suis à ma 4e création d'entreprise. Pour dire que quand on a le virus, une fois, on ne peut plus s'arrêter. Et ça va. Merci beaucoup en tout cas pour partager cette expérience avec nous. Alors, on va terminer par vous, Monsieur Kwadio Kan, du Fonds national de la jeunesse. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes-là? Vous les rencontrez très souvent. N'empêche qu'il y a encore, comme je le disais tantôt, une bonne frange de cette jeunesse-là qui hésite. Moi, je pense que c'est le gros du problème, l'hésitation. Je voulais encourager ces jeunes à venir nous rencontrer, la maison, le FNJ, s'il a plu au président de la République de mettre cette structure en place. Et avec les efforts qui ont été faits par les responsables jusqu'à présent, je rentre depuis hier d'une tournée qui m'a amené à Ferke, à Tumodi, à Zopi, un peu par Niakara, tout ça, pour visiter les projets que nous avons déjà financés. Donc le FNJ, c'est une réalité. Tout ce que nous demandons à ces jeunes-là, de sortir donc de ces stéréotypes qu'ils ont, de venir présenter ce qu'ils ont comme idée, et ils trouveront dans le dispositif de FNJ l'encadrement nécessaire pour que leur projet soit... Ils vous font le reproche de ne pas être assez informés de votre existence. Je pense que nous faisons, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Peut-être que les attentes sont nombreuses. Oui, c'est ce que nous allons faire. Et donc, avant la fin de l'année, ils vont entendre parler de nous encore plus, parce que avant la fin de cette année, nous avons 50 projets qui seront financés. Vous choisissez les bons créneaux où les jeunes se trouvent pour y aller? Facebook. Oui, effectivement. Oui. Écoutez, moi, je fais la confidence. Il y a seulement 2 ans. Oui, un an, nous avons dit, non, 15 janvier. Oui, mais n'empêche, 15 janvier, monsieur Diasouba, c'est 15 janvier. Oui. Maintenant, je vous dis que si nous avons 50 projets qui vont sortir, mais écoutez, c'est une performance. C'est beaucoup. 50 projets qui vont sortir, moi je pense que c'est beaucoup. Non, alors, on demande à ces jeunes-là de se calmer. De se calmer. Nous savons où nous allons. Nous sommes là pour eux. Et l'année prochaine, ils sentiront encore davantage le FNJ. Et nous sommes donc encouragés. Chaque fois que monsieur le directeur il a eu l'occasion de nous parler de nous, lui, nous a tous soutenus. Et parce qu'il a confiance en nous. Et nous pensons que nous n'avons pas intérêt à décevoir ni notre ministre de tutelle, ni les autorités qui ont donc poursuivi l'engagement de mettre en place ce fonds-là. D'accord. Donc, faites plus. Amis jeunes, j'ai envie de dire, le Fonds national de la jeunesse est là pour vous. Comme toute cette structure d'ailleurs que l'État a mis sur pied pour vous encourager à créer l'entreprise. On ne le dira jamais assez, l'emploi se raréfie. C'est clair que tous, autant qu'ils sont là, j'allais dire nos invités ne diront pas le contraire, l'entrepreneuriat est une chance qu'il faut saisir. C'est la fin donc de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On a parlé aujourd'hui avec nos invités qui sont Monsieur Dao Désiré. Il est donc directeur général de l'emploi au ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Il y avait également sur ce plateau Monsieur Kwadio Kan. Il est conseiller projet au Fonds national de la jeunesse. Monsieur Gourou Adama qui lui est coach et formateur entrepreneur, orateur professionnel. En tout cas, c'est un exemple palpable, j'allais dire, en matière d'entrepreneuriat. On a
donc bénéficié de son expérience à la matière, expérience que nous pensons bien qui vous a édifié également. Et puis sur ce plateau, il y avait Madame Kouadio Henriette qui est chef de projet incubateur d'entreprise, un projet, j'allais dire, révélateur pour la GFOP. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de cette émission. Présentation de ce numéro de questions des temps nouveaux, Timo Kodiarasuba. Réalisation, Denise de la Fafiette. Technique, Yao Denis. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de questions des temps nouveaux. À très bientôt. Question des temps nouveaux. Question des temps nouveaux pour mieux saisir les réalités d'aujourd'hui et de demain.